Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Monsieur le coprocureur, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président, dit le coprocureur. Madame Sick, j'aimerais vous poser une dernière question à propos du discours dont nous venons de parler. Il me semble que vous avez dit que si l'on ordonnait aux gens d'écouter si on disait aux gens d'aller écouter les émissions, ils le faisaient, mais que vous ne vous souvenez pas avoir reçu des instructions à cet effet sur ce discours. Est-ce que le ministère de la Propagande vous a dit d'aller à des cérémonies ou à des réunions publiques où des dirigeants auraient pris la parole? Réponse. Avant la libération, chaque fois qu'il y avait un discours de Khieu Samphan, on disait aux gens d'atteindre les sessions, mais je n'ai pas reçu d'instruction à cet égard. Si j'en recevais, je le faisais. Le procureur, ça c'était avant la libération et après la libération. Réponse. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Vous avez déclaré qu'avant la libération, les gens recevaient des instructions comme quoi ils devaient aller écouter des discours prononcés par Khieu Samphan et qu'ils y allaient, mais que vous n'y étiez pas allé. Mais que s'est-il passé après avril 1975? Est-ce que les cadres recevaient des instructions comme quoi ils devaient aller écouter des discours prononcés par M. Khieu Samphan ou par d'autres dirigeants? Réponse. Je ne sais pas. Est-ce que vous me dites que vous ne savez pas ou que vous n'avez jamais allé écouter des discours prononcés par Khieu Samphan ou que vous n'avez jamais vu des gens aller écouter les discours prononcés par M. Khieu Samphan? Réponse. Je n'ai jamais participé à de telles sessions et je n'ai jamais reçu d'instruction d'aller participer ou d'aller écouter à de telles réunions. Le coprocureur, vous nous avez dit hier que vous avez vu M. Khieu Samphan le 17 avril 1975. Est-ce que vous avez vu des membres de sa famille, sa femme ou ses enfants, après le mois d'avril 1975? Réponse. À cette époque, je l'ai vu lui à la section de propagande pendant quelques jours et par la suite, je ne l'ai plus jamais revu. Le coprocureur, vous dites que vous l'avez vu à la section de la propagande pendant quelques jours. Quand est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que c'était en avril 1975? Réponse. C'était en 1975, après que je sois passé du stade à la section de la propagande. Il nous a quittés et nous ne l'avons jamais revu. Je ne l'ai jamais rencontré de nouveau. Le procureur, lorsque vous l'avez vu pendant ces quelques journées, que faisait-il et où exactement l'avez-vous vu?
Réponse. Il est venu à la section de la propagande et il a été vu assis sur un lit en acier. Il y est resté avec les autres personnes qui travaillaient à cet endroit-là. Il y est resté quelques jours et quelques nuits. Le coprocureur, Madame Sick, est-ce que vous êtes en train de parler d'un lieu au ministère de la propagande? Et est-ce qu'il s'agit d'un incident qui a eu lieu après le 17 avril 1975 ou alors est-ce qu'il s'agit d'un endroit différent? Réponse. C'était à cet endroit de la propagande, c'est le seul endroit. Le coprocureur, donc, lorsque vous avez dit que vous n'avez jamais vu M. Q Sampan après le 17 avril 1975, ce n'était pas tout à fait exact. Réponse. Je ne crois pas comprendre votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter? Le coprocureur, j'essaie de confirmer que vous avez vu Q Sampan au ministère de la propagande après le 17 avril 1975. Réponse. Après la libération, je l'ai vu. Après la libération de 1975. Le coprocureur, donc vous l'avez vu assis sur un lit en acier. Que faisait-il? Est-ce qu'il parlait aux gens avec qui il était? Est-ce qu'il y avait une réunion? Que faisait-il sur ce lit d'acier? Réponse. Il a été vu là, mais il n'a pas rencontré d'autres personnes. Peut-être qu'il a bavardé normalement avec les gens et je crois que c'était tout de suite après la libération. Il y a passé quelques nuits et après il est parti et je n'ai jamais su où il est allé après. Est-ce que le procureur, est-ce que vous lui avez parlé? Réponse, non, je ne lui ai pas parlé. Le procureur, j'aimerais maintenant revenir à une question que je vous ai posée précédemment. Est-ce que vous avez rencontré ou parlé avec un des membres de sa famille? Réponse. Par la suite, j'ai commencé à les connaître, mais pas avant. À quelle date s'agissait-il? De quelle date? À quelle date? Demande le coprocureur. Réponse. J'ai commencé à mieux les connaître à partir de 1979. Madame Six, savez-vous que votre mari Tassot a rencontré les enquêteurs de ces chambres extraordinaires? Oui. Un groupe de travail de la cour a rencontré mon mari et lui a posé des questions. Le coprocureur, si je vous comprends bien, Madame Sick, votre mari est maintenant décédé. Il n'est plus en vie, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Le coprocureur, afin de permettre à des fins du procès verbal, j'aimerais dire que les documents auxquels je fais référence sont E3,
barre 463 et D 369 barre 22. Madame Sirk, brièvement, j'aimerais évoquer avec vous une occasion à laquelle les enquêteurs sont venus parler à votre mari. Le président, Maître Carnavas, vous pouvez poursuivre. Maître Carnavas, je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bon après-midi à tout le monde. Je pense que mon estimé confrère va maintenant examiner le contenu de ces PV et nous nous opposons à l'utilisation de toute déclaration. Nous savons déjà que ce monsieur est décédé, il n'est pas disponible. Et si cette déclaration va être revue par la Chambre et elle doit en tenir compte dans la délibération, ils peuvent le faire et décider quelles sont les mesures appropriées. Mais examiner le contenu et poser des questions sur le contenu à propos, nous nous opposons à toute question posée sur le contenu de la déclaration de ce monsieur. Your Honours, this is what happens. Le coprocureur, voilà ce qui se passe. Le président, un instant, s'il vous plaît, monsieur Abdulhaq, que j'aimerais donner la parole à Maître Guissé. Brève, simplement pour indiquer que je supporte entièrement l'objection de Maître Carnavas. Your Honours, the problem with preemptive objections is that le coprocureur, mon estimé confrère, mon estimé consoeur n'ont pas entendu les questions. Et je n'ai pas l'intention de faire d'ailleurs ce qu'il m'a accusé de faire. Je n'ai pas l'intention de poser des questions à Madame Sirk à propos des questions sur le contenu des déclarations faites par son mari aux enquêteurs. J'ai d'autres questions à poser et vous verrez la pertinence de ces questions si je suis autorisée à poursuivre. Le président. L'objection est retenue. Le document à propos de la déposition faite par la personne décédée, telle que l'a déclaré le coprocureur, est peut-être différente de ce que veut évoquer l'avocat de la défense de Ieng Sary. Cette objection n'est donc pas retenue et nous aimerions maintenant entendre le coprocureur avant de pouvoir poursuivre à propos de ce document. Monsieur le Président, dit le coprocureur, le document que j'aimerais évoquer avec le document, c'est D369/40. C'est un document qui apparaît sur la liste des coprocureurs. La pertinence de ce document est la suivante. C'est un résumé des mots utilisés par le témoin dans sa conversation avec
les co-juges d'instruction. Nous faisons valoir que c'est tout à fait pertinent dès lors où il s'agit de mots qui ont été utilisés par le témoin dans ses conversations avec les enquêteurs et il ne s'agit pas de la déclaration de son mari. And perhaps if Nous pouvons peut-être justement regarder les documents et je peux lire les passages pertinents et la Chambre pourra statuer si je suis autorisée à poser des questions supplémentaires. Le président, Maître Guisset, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que, avant de pouvoir faire une objection et qu'on me dise qu'elle est qu'elle est faite trop tôt, est-ce que Monsieur le coprocureur pourrait préciser si ce document a été déjà vu par le témoin et si ce document est signé du témoin? Your Honours, Comme le sait mon estimée consoeur, les rapports qui sont faits par les co-juges d'instruction ne sont pas signés par les témoins. Ce sont des documents officiels des chambres et ne contiennent pas la signature des témoins. Mais elles contiennent parfois des informations pertinentes sur la façon dont des éléments de preuve ont été recueillis. Et c'est pour cette raison que nous avons proposé que ce document soit produit au débat. Et ce document figure sur notre liste des documents en vertu de la règle 18. Donc je ne vois pas en quoi le fait qu'un témoin ait signé un document officiel de cette cour aurait un impact sur le fait que ce document puisse être utilisé ou non. Ce n'est tout simplement pas dans la procédure. Je demandais, Monsieur le Président, cette précision, puisque si j'entends bien que le bureau du coprocureur a le droit de faire tous les documents qu'il veut dans le cadre de ces investigations, la manière dont la question est posée sur le contenu de ce document au témoin doit prendre en compte ce fait-là. Mr. President, having heard Council's observations, Monsieur le Président, après avoir entendu les observations faites par ma consoeur, je propose de lire un bref extrait au témoin. Ce passage est pertinent. Il s'agit des mots qu'elle a utilisés et nous verrons si le témoin se souvient de cette discussion. Le Président, vous pouvez poursuivre. Le procureur, avec la permission de la Chambre, j'aimerais demander au greffier d'audience de donner le document au témoin. Le Président, un instant s'il vous plaît. Madame Soksik, nous avons noté que vous ne pouvez ni lire ni écrire. Nous aimerions savoir s'il y aurait peut-être un malentendu dans la déclaration. Lorsque vous avez parlé devant les co-juges d'instruction, vous avez dit que vous pouvez lire et écrire le khmer. Mais il me semble que vous ne savez ni lire ni écrire. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que vous êtes allé à l'école et jusqu'à quelle classe avez-vous été? Réponse. Je ne suis pas allé à une vraie école. J'ai étudié un peu l'alphabet, mais je ne peux pas vraiment lire et écrire.
J'ai juste appris sur le tas. Le président. Et depuis qu'on vous donne des documents hier et les documents quand on vous les montre à l'écran, est-ce que vous les lisez? Réponse. Je peux les lire, mais ça me prend tellement de temps pour comprendre le texte. Le président. Dès lors où le témoin ne semble pas être lettré, c'est pas la peine de lui montrer le document. Dès lors où elle ne peut pas lire. La Chambre n'a pas besoin donc de donner des instructions à ce que ce document lui soit montré parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine de lui montrer un document si elle ne peut pas lire. Le coprocureur, merci. Monsieur le Président, j'ai bien noté vos instructions. L'extrait que je souhaitais vous lire est un extrait qui est très bref. Ce document, la cote Renker en Khmer est 0048347. En français 00498434 et en anglais 00492 721 pour la cote anglaise. Le document porte la date La réunion qui est décrite dans ce document a eu lieu le 14 mars 2010, peu avant que votre mari ne décède. Le rapport dit qu'il n'y a pas eu d'entretien ce jour-là parce que votre mari n'était pas bien. Et le passage que j'aimerais vous lire se lit comme suit. Les informations qu'il nous a données lors du dernier entretien étaient brefs, mais il a dit qu'il en savait plus. Sa femme est intervenue pour dire qu'une semaine auparavant que nous ne venions, la femme de Kusampan était venue voir Tassot à son domicile et lui avait demandé, je cite, « Te rappelles-tu en quelle année ou à quel moment Kusampan est allé à Pretkdam ?» Madame Sikh, vous souvenez-vous de la visite effectuée par les enquêteurs et vous souvenez-vous avoir évoqué avec eux la visite de l'épouse de Kusampan? Réponse. Au début, on m'a demandé si je connaissais Kusampan. Et j'ai dit que je ne le connaissais pas à l'époque, mais que je l'ai connu après 1979. Mais en effet, cette visite a eu lieu parce qu'on voulait qu'il y ait une réunion avec mon mari. Et elle nous a demandé si Kusampan allait après Gdam et à la propagande. Et ça, je m'en souviens. Elle était là. Elle m'a aussi dit de tout dire. Elle m'a dit de ne rien cacher si jamais on me posait des questions. Si on posait des questions à mon mari. Je l'ai rencontré, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Le coprocureur, est-ce que c'est la seule occasion à laquelle vous l'avez rencontré et que vous avez évoqué avec elle Monsieur Kusampan? Est-ce que c'est la seule fois que vous lui avez parlé de Monsieur Kusampan? Réponse. J'ai rencontré sa femme et j'ai commencé à la connaître après 1979. Mais par la suite, je ne l'ai pas rencontrée.
Elle a rencontré mon mari et les gens voulaient poser des questions à mon mari, mais il avait des problèmes de santé. Il avait un problème avec son cœur, donc il ne pouvait pas donner des entretiens. Est-ce que vous ou votre mari lui avez demandé pourquoi elle voulait savoir si Tassot avait vu M. Kusampan à Pregdam, au ministère de la propagande? Réponse. La femme de Kusampan est venue poser la question parce que M. Kusampan ne se souvenait pas s'il y était allé ou pas. Il voulait juste savoir s'il se souvenait encore des événements. Si j'ai bien compris votre réponse, elle vous a encouragé à dire toute la vérité sur ce que vous saviez à propos de M. Kusampan. Réponse. Oui, c'est exact. C'est ce qu'elle lui a dit. Et c'est en effet ce qu'elle a dit. On nous a dit que si les enquêteurs posaient des questions sur Kusampan, il fallait dire toute la vérité. Une dernière question à propos de ce point hier et avant-hier. Est-ce que vous avez dit à la Chambre toute la vérité sur ce que vous savez des activités de M. Kusampan? Réponse. Je suis une personne très honnête et j'ai dit la vérité dans mes déclarations à propos de ce que je savais sur lui. Et c'est ce que j'ai dit à la Chambre. Madame Sick, poursuit le procureur, j'aimerais maintenant que nous passions en revue autre chose. Lors de votre déposition, on vous a posé des questions sur des réunions qui ont lieu au ministère de la propagande et des réunions auxquelles vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel type de réunion avez-vous participé de 1975 à 1977? Réponse. Ces réunions ont lieu en groupe. Il s'agissait de réunions de groupe, des réunions où il était question de performance, de l'enregistrement des chansons. Voilà le genre de réunion que nous avions, et donc je ne me souviens que de cela. Question. Qui présidait ces réunions auxquelles vous assistiez? Réponse. Ces réunions avaient lieu en groupe, par exemple en groupe de 12. Nous assistions à cette réunion qui était une réunion de vie. Je ne me souviens pas bien, mais je pense qu'une telle réunion avait lieu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Question. Avez-vous participé à des sessions d'autocritique au ministère? Réponse. Oui. En groupe. Pendant la réunion, le président ouvrait les travaux. Chacun procédait à son autocritique et demandait aux autres
de le critiquer et de pointer ses manquements. Les gens faisaient ça de façon humble et sans manifester de colère. Chacun le faisait et nous étions encouragés pour le travail que nous avions à faire. Question. Au cours des réunions auxquelles vous avez assisté, qu'il s'agisse de réunions d'autocritique ou d'autres réunions, est-ce que Hunim a jamais été présent? Réponse. Non. Les réunions avaient lieu en groupe et rassemblaient les jeunes. Nous faisions notre autocritique et critiquions les autres au sein du groupe afin que chacun puisse mieux faire. Par exemple, si quelqu'un ne pouvait faire toutes les heures de travail ou si quelqu'un arrivait en retard à la cantine. Question. Qu'en est-il des réunions visant à discuter du contenu des émissions radio, comme par exemple les spectacles artistiques? Avez-vous jamais assisté à des réunions avec Hunim pour traiter de ce genre de questions? Réponse. Un jour, il y a eu une réunion de section et il y avait là différentes sections. Par exemple, le groupe artistique, le groupe technique. La réunion a eu lieu au matin et il y a assisté, mais elle n'a pas duré très longtemps parce qu'il devait partir. On appelait ça une réunion visant à tirer les enseignements du travail. Question. Est-ce que c'était la seule fois à laquelle vous avez assisté à une telle réunion avec Hunim? Réponse. Oui. C'était la seule fois que j'ai assisté à une réunion à laquelle il était présent. La réunion visait à tirer certaines leçons et à améliorer nos performances, par exemple parmi les artistes. Il nous a donné certains conseils sur le travail. Question. Vous dites que la réunion a terminé rapidement parce qu'il a dû partir. Et ce, après un coup de téléphone. Savez-vous où il a dû partir après cette conversation téléphonique? Réponse. Je n'en sais rien, mais j'ai entendu qu'il devait partir. J'ai supposé qu'il devait aller travailler, mais je ne sais pas où il est parti. Et la réunion a pris fin. Question. Je veux vous montrer un passage de votre déclaration antérieure. Je vais la lire pour qu'il en soit donné acte. Vous nous avez dit, en effet, que vous n'avez guère confiance en vous pour lire. C'est le document E3/379, document déjà examiné. Je donne les URL en khmer 00294 809, en français 00385 205 et 206, et en français 000 32 33 33. Question. Comment saviez-vous que Hunim avait été arrêté? Réponse. Je l'ai su qu'il avait été arrêté parce qu'à 8 heures du matin,
il y a eu une réunion pour corriger les textes artistiques dirigés par Unim. Alors le téléphone a sonné, il a répondu en disant « Oui, frère, j'y vais tout de suite ». Alors il nous a dit de marquer une pause. Il a conduit la voiture lui-même pour aller à la réunion. Il portait une écharpe autour du cou et il portait des sandales. À 3 heures, une voiture militaire est venue le chercher, est venue chercher sa femme. Madame, comment avez-vous appris qu'il avait été arrêté? Réponse. Ce jour-là, il y a eu un coup de téléphone et Hunim est parti. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Il est parti à la hâte après ce coup de téléphone et c'est lui qui conduisait. Il portait une écharpe et des sandales. Cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'ai dit qu'il avait été arrêté, comme cela se retrouve dans le procès-verbal, ce n'est peut-être pas aussi exact, mais il a dit qu'il devait aller travailler quelque part. Quand on m'a relu mes déclarations, peut-être que cette phrase m'a échappé, raison pour laquelle cela n'a pas été corrigé. Question. Avant de revenir à Unim et à d'autres membres du ministère, j'ai des questions à vous poser au sujet d'un autre haut dirigeant dont vous avez parlé avec les enquêteurs. Que saviez-vous du sort de Koi Toon? Que lui est-il arrivé? Réponse. Je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas rencontré depuis. Je le connaissais dans le cadre du groupe des jeunes artistes. Ce groupe-là et le mien collaboraient et se coordonnaient pour les spectacles à la campagne quand un spectacle était donné pour des invités. Plus tard, on a appris que c'était un traître. C'est une rumeur qui a circulé et qui m'est arrivée. Mais je ne sais pas s'il est encore en vie ou non. Question. À ce jour, madame, vous ne savez toujours pas ce qui est arrivé à Koi Toon. Est-ce ce que vous déclarez? Réponse. Je suppose qu'il est mort parce que je ne l'ai pas revu depuis. Question. Après sa disparition, est-ce que quelqu'un d'autre travaillant dans le domaine des arts ou en tant qu'artiste a disparu ou bien est-ce que des gens de ce type ont été retirés? Réponse. Par la suite, au ministère, il y a eu des remplacements parmi les jeunes, les chanteurs et les lecteurs de nouvelles. Certains ont été transférés pour travailler dans la rizière, à Tringdong ou Kontoit. Je ne connaissais pas ces endroits, j'en avais juste entendu citer le nom. J'ai entendu dire que des gens avaient été transférés vers l'extérieur, donc ils ont disparu, et tout ce que je savais, c'est qu'on les avait transférés ailleurs. Question.
Ces gens qui ont été retirés, les avez-vous jamais revus par la suite? Réponse. Non, je ne les ai jamais revus. Car par la suite, je ne suis pas resté au ministère de la propagande, je suis allé au bureau de l'imprimerie. Et plus tard, j'ai été transféré à B20 dans les terres rouges. Et donc, je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé à ces gens. Question. Qui vous a dit que Choi Toon était un agent de la CIA? Réponse. On a appris que Choi Toon avait été retiré et c'est mon supérieur, Sao, qui nous l'a dit. À l'époque, j'y étais encore. Question. Hier, vous nous avez dit qu'en 1977, le ministère de la propagande et le bureau de l'imprimerie ont été fusionnés et que Yoon Yat est devenue présidente ou ministre de ce ministère combiné. Est-elle restée à la tête du ministère jusqu'à 1979? Réponse. En 1979, j'étais au ministère de la propagande et de l'éducation. C'était une composante du ministère de la propagande et du bureau de l'imprimerie. Début 1978, j'ai été retiré de ce bureau, donc je ne sais pas ce qui est arrivé. À ce moment-là, j'ai quitté Phnom Penh, je suis allé vers le nord, vers Stongtron. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, connaissiez-vous d'autres hauts dirigeants qui étaient responsables du ministère de l'Éducation et de la Propagande? L'interprète précise qu'il n'a pas entendu le tout début de la question. Réponse. Avant de partir, je connaissais un dénommé Choi, comme je l'ai dit hier. Question. Très bien, merci. Revenons à certaines disparitions survenues au ministère de la Propagande. Ces gens ayant été retirés, d'abord Onim, puis sa femme, puis d'autres aussi que vous avez cités, me semble-t-il. Quel était le sentiment général qui prévalait parmi les cadres? Étiez-vous inquiet du fait du départ de ces gens? Réponse. À ce moment-là, Hunim et sa femme, ainsi que certains jeunes de mon âge à l'époque, ont été emmenés. Il y a eu des frères et sœurs et des oncles à qui l'on a dit qu'ils seraient envoyés travailler à la rizière. Question. Qu'avez-vous éprouvé
lorsque ces gens ont été retirés du ministère? Réponse. Quand ces gens de ma connaissance ont été retirés, j'étais plutôt inquiète, car j'ignorais si effectivement ils étaient envoyés travailler à la rizière. Je ne savais pas où on les envoyait. Question. Madame, vous rappelez-vous qui a pris la décision de retirer ces gens? Réponse. Non, je n'en sais rien. Question. Quand ces gens sont partis, à votre connaissance, ont-ils été transportés par quelqu'un ou bien sont-ils partis seuls? Réponse. Un véhicule est venu les chercher. Question. Est-ce qu'il s'agissait d'un véhicule du ministère de la Propagande ou bien d'un véhicule appartenant à une entité ou une personne différente? Réponse. La plupart du temps, c'est un véhicule du ministère qui était utilisé pour les transporter. Le véhicule venait du bureau de Yoniat. Question. Et dans les cas où il s'agissait d'un autre véhicule, à savoir d'un véhicule qui ne venait pas du bureau de Yoniat, est-ce que vous saviez à qui appartenait ce véhicule? Réponse. Pour ce qui est du véhicule utilisé pour venir chercher la femme de Hunim, c'était un véhicule militaire. Mais plus tard, seul un véhicule du ministère a été utilisé. Question. Il y a quelques minutes, vous avez dit qu'à un moment, vous-même avez été retiré. Je pense que vous avez dit avoir été envoyé à Wat Bottom. Pouvez-vous décrire à l'intention des juges ce qui s'est produit alors? Mesdames, Messieurs les juges, peut-être que le moment serait venu de suspendre l'audience, car il sera peut-être difficile aux témoins de répondre. Le président, huissier d'audience, pouvez-vous porter assistance aux témoins? Le président. Le moment est venu de lever l'audience. Le témoin a du mal à contenir ses émotions. Dans ces conditions, la Chambre décide de lever l'audience. La déposition de ce témoin reprendra le 20 août dans l'après-midi, soit lundi prochain. Le co-avocat principal. Monsieur le Président, c'est juste une opinion, mais si nous avons un témoin qui éprouve beaucoup d'émotions, il serait bon
de pouvoir disposer des services d'un psychologue. Le président. Merci, maître. Cela étant, ces derniers jours, le témoin a manifesté beaucoup de sang-froid, mais quand on a évoqué l'expérience de ses collègues, cela a suscité chez elle des émotions. Nous verrons la semaine prochaine. L'audience touche à son terme. Les débats reprendront lundi prochain à 9 h du matin. Ce jour-là, nous entendrons la suite de la déposition du témoin Sun Si-kun. C'est la défense de Ieng Sary qui poursuivra son interrogatoire. L'après-midi, nous entendrons la suite de la déposition du présent témoin qui sera interrogé par l'accusation puis par les co-avocats principaux pour les parties civiles. Madame So-Si, nous allons suspendre les travaux 10 minutes avant l'heure habituelle car nous constatons que vous êtes très ému. La Chambre souhaite continuer d'entendre votre déposition. Vous êtes donc invité à revenir le lundi 20 août. Huissier, veuillez vous coordonner avec l'unité d'appui aux témoins et experts et prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez soi et pour que le témoin soit de retour au tribunal lundi prochain. Concernant l'unité d'appui aux témoins et experts, l'unité est priée de fournir un service d'assistance psychologique à ce témoin. Agent de sécurité, veuillez reconduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire le lundi 20 août 2012 au matin pour 9 h. Les parties sont également convoquées pour lundi prochain. L'audience est levée.